parce que comparaison n'est pas forcément raison. Madagascar, il y a eu plusieurs coups d'État dans ce pays. Au Cameroun, il n'y en a pas eu. Alors, la fin de l'ère Biya, le président Paul Biya, il a été élu démocratiquement. Je vous ai dit, donc, j'étais dans un bureau, ici, donc, en Île-de-France, où, sur 6 bureaux, pour la première fois, on n'a pas eu la majorité, madame. Et tout le monde était présent. Mesdames et messieurs, bonsoir. Issa Chiroma poursuit son bras de fer avec le pouvoir. Il y a 5 jours, il appelait à la ville morte pour faire pression sur le parti au pouvoir afin de, je cite, récupérer une victoire confisquée. Et ce soir, pour parler de la situation, nous recevons Joël Ebélé, secrétaire de section du RDPC de la section France Nord. Joël Ebélé, bonsoir. Bonsoir, madame Jemima, qui me choisit l'honneur d'être votre invitée matinale ce jour, en cette période post-électorale. Mais Madame Jemima, si vous me permettez, avant notre entretien, j'ai une profonde pensée pour nos concitoyens qui ont péri de leur vie durant cette période électorale. De la même manière, j'adresse de l'empathie, de la compassion pour les familles de ces regrettés disparus. Et permettez-moi de chuter sur le côté sécuritaire du Cameroun en ce moment où nos vaillants soldats, depuis plusieurs années, mettent leur vie en péril également pour non seulement juguler la secte Boko Haram dans le côté septentrion du Cameroun et par ailleurs ne ménagent aucun effort pour sécuriser la zone noso du Cameroun, c'est-à-dire la zone nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, côté anglophone. Merci, madame, de me recevoir. Il y a avec plaisir. Et Issa Chiroma a lancé un appel général au peuple camerounais pour un boycott économique. Quelle est votre réaction face à cela? Alors, madame, donc, avant de répondre à votre question, permettez-moi donc de rappeler les dispositions de l'article 137 du Code électoral prononcé par le Conseil constitutionnel le 27 octobre dernier, où il y a eu un président qui a été réellement élu avec environ 53,83% de voix. Bien évidemment, il y a eu donc un second, donc M. Chiroma dont vous faites allusion, qui est effectivement, d'accord, donc en train de contester vaille que vaille les résultats. Alors, je ne sais pas, on ne peut pas être en même temps partie civile et juge. On ne peut pas s'autoproclamer président dès lors où les institutions, notamment le Conseil constitutionnel, d'accord, donc a proclamé donc le verdict. Bon. M. Chiroma, donc, il est dans son rôle d'opposant. Par ailleurs, permettez-moi donc de souligner qu'il a fait un score honorable. Hein. Vous savez, les élections au Cameroun, notre candidat, on est souvent à peu près dans les 80, mais là, il a 53. Issa Chiroma est quand même dans les, je crois, 35%. Donc, ce qui prouve que l'avancée démocratique au Cameroun est réellement là. Et si vous me permettez, tout à l'heure, peut-être qu'on en reparlera, moi, j'ai été personnellement dans un bureau de vote où je représentais le candidat au pouvoir. Et à mes côtés, il y avait mes policiers, notamment le représentant d'Issa Chiroma. Nous étions dans ce bureau ici à Paris. Nous étions là de 7 h du matin jusqu'à 2 h du matin. Madame Jemima, on a scruté les résultats, les bulletins, bulletin par bulletin. Vous savez, donc... on reviendra à cette question. Okay. Seulement par rapport à la question du boycott économique.
Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, donc, pour le boycott économique, je pense que, donc, hormis le Cameroun et d'autres pays par ailleurs, nous traversons tous un marasme économique. Appeler au boycott économique, c'est vraiment, entre guillemets, sanctionner un peu plus la crise économique qui subit dans le monde en général et au Cameroun en particulier. Madame Gimna, est-ce que vous savez que ce boycott de 3 jours, vous savez combien ça coûte à l'économie camerounaise? À peu près 100 milliards. C'est énorme. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de cela en ce moment. Par ailleurs, notre challenger donc, peut émettre donc, d'autres formes comment dire ça, donc d'agissement. D'ailleurs, les agissements, je ne sais pas si ils ont encore lieu, dans la mesure où, de toute façon, le résultat a été prononcé. Et pour votre information, le président élu prêtera serment demain, me semblerait-il, à midi. Nous avons vu une convocation, oui, à Etoundi. Alors, tout cela arrive parce que Issa Chiroma affirme avoir remporté les élections. D'après ces chiffres, il aurait remporté les élections à 54,8%, tandis que le président Biya aurait remporté à 31%. Cependant, est-ce que seriez-vous prêt, vous, le parti au pouvoir, eh bien, pour un retour à la paix, à rendre public l'audit des résultats? Madame Jemima, tout à l'heure, je vous l'ai dit. Donc, le Cameroun est structuré, le Cameroun a un code électoral connu et su par tout le monde. Parce que ces avocats l'ont demandé. Oui. Alors, donc, avant la proclamation des résultats du 27 octobre, il y a eu une période qu'on appelle la période où chaque candidat peut émettre des recours, des réserves, etc. Ces candidats, d'accord, donc certains d'entre eux ont émis, d'accord, donc des réserves et des recours. Le Conseil constitutionnel a pris en compte leurs revendications et a statué. Donc à ce moment-là, je ne pense pas que les avocats de M. Chiroma étaient au Conseil constitutionnel donc, pendant cette période-là. Ils auraient dû venir avec des preuves probantes, n'est-ce pas, donc, pour illustrer leur dire. Il ne suffit pas de dire que donc, dans mon coin, d'accord, donc j'ai 50%, ben, sans apporter la preuve. Donc c'était l'occasion, à ce moment-là, d'accord, donc que M. Chiroma, enfin, et ses avocats, donc, viennent donc, plaider à leur cause. Manifestement, ce n'était pas le cas, donc que peut-on faire? Il faut que le pays puisse avancer. On ne va pas rester éternellement dans la période post-électorale. Et ces avocats, toujours, ont laissé savoir qu'un dossier sera envoyé à la Cour pénale internationale pour dénoncer les exactions commises contre le peuple camerounais au cours des manifestations. Qu'est-ce que vous dites de ça? Madame, vous savez, donc, nous sommes dans un pays de droit, le Cameroun en fait partie, un pays démocratique, où effectivement la liberté de parole, d'accord, donc, est donnée à tout le monde, y compris à nos opposants qui, par ailleurs, ont la liberté de parole. Pour autant, pensez-vous que, parce qu'on est second, on se permet, d'accord, donc, de demander aux populations d'aller à l'insurrection, la désobéissance civile, de, comment dire ça, donc, fait du vandalisme, donc, quelque part, donc, ce n'est plus une manifestation. Parce que ce qui s'est passé, par exemple, à Douala, donc, ma ville native, donc, c'était des casses, des dépouillements de commerce et une violence inouïe des populations. Et à ce moment-là, qu'est-ce que doit faire donc l'État? L'État doit assurer son rôle régalien, c'est-à-dire que donc déployer la force publique pour le maintien de l'ordre. Et attention, et une force publique qui doit agir avec modération et avec retenue. Il me semble que ce fut le cas lors de ces manifestations. Il y a eu des snipers qui tiraient sur le bouclier humain devant le domicile de Issa Chiroma à Garoua. Et on a eu des morts de ce bouclier humain. Que répondez-vous de cela? Alors vous savez, donc moi, je n'ai pas cette information. Je ne peux pas répondre à ce que je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les informations dont je dispose font état que
les forces de sécurité ont réagi avec modération et avec retenue. Et tout à l'heure, je l'ai dit à l'entame de mon propos, que malheureusement, s'il y a eu des pertes... Comme l'enseignante Zora ou encore Achille Simo. S'il y a eu des pertes, donc hélas, vraiment, donc, je ne peux que m'incliner devant ces agissements ou alors devant, entre guillemets, peut-être donc une maladresse que je ne saurais expliquer. La maladresse, elle vient de qui? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme je vous dis, ces manifestants, ils n'étaient plus là pour manifester. Ils étaient là plutôt, entre guillemets, non seulement pour casser et en même temps mettre en péril aussi donc, les vies des forces de sécurité qui doivent naturellement ramener, entre guillemets, dans le calme et la paix à ce moment-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas des casses à toute manifestation? Mais, il y a toujours un groupe qui manifeste et puis d'autres qui en profitent. Mais, bien évidemment, dans Jemima. Mais les appels, je ne me fais pas avocate d'Issa Chiroma, non. Oui. Mais cependant, les appels d'Issa Chiroma ne consistaient pas en la casse, mais plutôt en la protestation. Mais cependant, toujours en parlant du droit international, tout à fait. Il y a eu des vidéos sur, comme on dit communément le net, où on voyait des autorités, dont par exemple Roger Mbassandine, maire de Douala, plusieurs autorités, dont ce dernier, qui intimidaient des commerçants, les menaçant donc de fermer pour une durée déterminée ou indéterminée leur commerce, ou définitif, pardon, leur commerce, s'ils participaient à ce boycott. Et alors, est-ce que là, nous n'avons pas une violation du droit de propriété et de la liberté à travailler, du droit international? D'accord. Permettez-moi donc juste une parenthèse par rapport à ce que vous avez dit. Donc, ceux qui ont déposé, notamment donc, les avocats de Issa Chiroma, donc des recours sur le plan international, ben, nous sommes dans un état de droit. Tout à fait. C'est leur droit. Ils vont déposer le recours, d'accord, et à ce moment-là, les instances internationales donc, jugeront. Tout à fait. Il n'y a aucun souci. Et à ce moment-là, le Cameroun sera représenté, d'accord, en tant que partie civile, d'accord, donc pour faire valoir le droit de l'État du Cameroun. S'agissant donc du maire donc Mbassadine, donc mais pas que lui. Oui, enfin bon, c'est le cas qui a été cité, oui. Donc que je connais parfaitement. D'ailleurs, le directeur de l'urbanisme donc de cette mairie, donc c'est un ami. Donc s'agissant, d'accord, donc de son agissement, M. Mbassadine, d'accord, donc agissait plutôt dans le sens du bien de la communauté, en disant à ces commerçants, vous vous rendez compte, tout à l'heure je l'ai dit, nous sommes déjà dans un marasme économique. Les populations vont souffrir et d'ailleurs ce sera un manque à gagner pour vous. Je vous ai dit 100 milliards de perdus. C'est énorme. Donc je pense que donc, M. Mbassadine a agi en bon père de famille, peut-être avec un peu plus d'autorité par ses fonctions. Mais intrinsèquement, je pense qu'il plaidait plutôt dans le sens que je viens de dire, c'est-à-dire donc permettre aux populations de pouvoir vivre tranquillement et faire les achats. Je citais le droit international parce que l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare que toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail. L'article 17 déclarait également que toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Alors, d'où donc ma question, est-ce que ce n'était pas là une violation du droit de la liberté à travailler? Parce qu'il y avait tout de même ces commerçants qui étaient tout de même assez impuissants face à une autorité qui les menace, eh bien, dans la mesure où ils n'ouvriraient pas leur commerce, eh bien, à fermer définitivement. C'était ça les faits, oui, c'était ça les propos. Alors, qui vont à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'où ma question. Madame Jemima, si vous me permettez, tout à l'heure, donc je vous l'ai dit, M. Mbassadine a agi en bon père de famille. Et ces propos, comment dirais-je, c'est une sommation verbale, donc et non écrite, quoi. Donc, si toutefois il y a des écrits, à ce moment-là, donc ce sont des intimidations. On verra. Donc, je pense que contre la population. Intimidation, non, oui et non, plutôt donc une parole à la raison. Hein, donc, je vous ai dit, je le connais très bien, M. Mbassadine, donc c'est pas
C'est pas un homme violent, je suis vraiment, Nous l'entendons. vraiment, je le redis et je le dis encore, donc c'est un homme, d'accord, donc qui est toujours dans le dialogue, dans l'apaisement. Vous savez, donc Douala, c'est une ville que je connais parfaitement. Le désordre urbain dans cette ville, il est inouï. Et à chaque fois qu'il veut rétablir l'ordre et surtout rétablir, entre guillemets, donc la place de chacun, notamment les commerçants. Donc on avise, la mairie avise avant en disant attention, là vous débordez trop sur les trottoirs, sur la rue, etc. Donc on vous donne un délai pour revenir, d'accord, donc aux places commerciales. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt dans le dialogue et l'apaisement. Vous reconnaissez alors que les populations, les commerçants, pardon, ont le droit de fermer leur magasin, leur boutique, dans la mesure où c'est dans leur droit? Est-ce que les populations donc, doivent réagir aux sirènes, entre guillemets, de celui qui s'auto-proclame deuxième? Je ne pense pas. C'est un droit. Je ne pense pas. C'est un droit de manifester, de protester, dans la mesure où ce n'est pas violent. Absolument. Il n'y a pas de casse. Il n'y a pas de casse. Mais sauf que si ce droit vient de vous-même, j'entends, donc c'est autre chose. Mais si ce droit, d'accord, donc est plutôt l'aboutissement des fins utiles d'un candidat futur deuxième, là je m'interroge. J'entends. Nous avons vu, après les soulèvements dans la Grande Île, la fin du président Andrade, excusez-moi pour la prononciation. Est-ce que tout cela ne ressemble pas non plus à la fin de l'ère Biya? Madame Jemima, pour répondre à cette question, permettez-moi donc de faire l'adage de Nelson Mandela qui disait « Après avoir gravi quelques collines, on se rend compte qu'il y en a encore d'autres. » Je pense que le président Biya a encore du travail pour le Cameroun. Il a encore des réalisations à faire. Il a encore des projets pour notre société. Alors, est-ce qu'on peut comparer le Cameroun à Madagascar? Je ne pense pas, parce que comparaison n'est pas forcément raison. Madagascar, il y a eu plusieurs coups d'État dans ce pays. Au Cameroun, il n'y en a pas eu. Alors, la fin de l'ère Biya, le président Paul Biya, il a été élu démocratiquement. Je vous ai dit, donc, j'étais dans un bureau, ici, donc, en Île-de-France, où, sur 6 bureaux, pour la première fois, on n'a pas eu la majorité, madame. Et tout le monde était présent. Donc, mais sauf que, avant même le dépouillement, vers midi 13h, ben, il y a un groupuscule, malheureusement, d'accord, donc du second candidat, qui criait à la fraude, etc., etc. Mais il n'y a aucune fraude. La preuve d'ailleurs, c'est que donc ils ont gagné en plus. Ils ont gagné. Bon. La comparaison résidait dans les soulèvements de la population, notamment de la jeunesse. Et la prochaine question, c'est que puisque Biya, ça ne semble pas être la fin de l'ère Biya, quelle sera donc la suite de son programme? Hier, vous faisiez mention du fait qu'il a été invité à Etundi pour être investi président. Alors, quelle sera la suite de ses actions? Alors, donc, le président... Du moins, quelles seront ses premières actions? Oui, donc le président serait il serait demain donc, au Palais Vert de l'Assemblée nationale, d'accord, pour prêter serment. Voyez-vous, donc il y a plusieurs chantiers, donc notamment un qui me tient beaucoup à cœur, parce que, comme vous le savez, j'ai également, entre guillemets, une casquette humanitaire, donc humanitaire santé. Au Cameroun aujourd'hui, donc le président Biya a mis en place ce qu'on appelle la couverture santé universelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que concernant les femmes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est la femme qui donne la vie, d'accord, donc les femmes enceintes, moyennant 6 000 francs CFA, 6 000 francs CFA, c'est-à-dire même pas 10 euros, enfin à peu près 10 euros. 10 euros. Donc, grâce à ce montant-là, la femme enceinte est prise en charge jusqu'au terme de sa grossesse. Et si toutefois l'enfant naît à des complications, l'État prend en charge cet enfant qui a des problèmes de
complications de santé. Vous voyez, donc, bon, ben, ça, c'est une mesure forte, pas très connue de tous, mais qui est en train de se déployer dans toute l'étendue du territoire. Et sur la... Le président Biya est revenu sur ce qu'on appelle et ce qui lui tient à cœur, le libéralisme communautaire, qui va s'accentuer. C'est quoi ce concept? Ce concept est simplement une synergie entre une politique économique fondée sur la sagesse de nos sociétés traditionnelles et les réalités économiques du monde moderne. J'entends par là, nos sages, compte tenu du contexte de la réalité économique de nos pays, donc vont faire une synergie avec ce qui se développe aujourd'hui, le numérique, Internet, les startups, etc. etc. C'est ça, je veux dire, donc c'est vraiment la particularité et la marque de fabrique, d'accord, de ce monsieur. Parce qu'on tient compte des réalités économiques de nos pays. On ne peut pas imposer le modèle extérieur en faisant un copier-coller chez nous. Ça ne marche pas. Tout à fait. En parlant je peux vous en citer d'autres. Vous faisiez mention des réalités économiques, vous parlez de cette couverture de santé dont bénéficient les femmes enceintes. Femmes enceintes. Maintenant, ma question est que, d'après les chiffres de la Banque mondiale, oui. 4 personnes sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Comment aider ces personnes? Une femme enceinte qui n'aurait peut-être pas ces 10 euros, ne serait-ce que pour aller accoucher. Comment est-ce que l'État aide cette femme enceinte? Je parle de cette femme enceinte parce que c'est l'exemple qui a été pris. Cependant, il y aurait tellement de cas de pauvreté qu'on pourrait citer. Oui, c'est vrai que donc, la croissance économique du Cameroun aujourd'hui a progressé. Tout à fait, de 3,5% en 2024. C'est ça. Donc, OK, bon, alors donc par rapport à cette croissance économique, alors donc qu'est-ce que l'État peut faire? Madame Gima, vous pensez franchement que lorsqu'on demande, on va dire quoi, donc tout à l'heure je l'ai dit, l'équivalent de 10 euros à une femme, vous croyez que donc elle aura du mal donc à avoir ce montant-là? J'en suis pas sûr, parce que vraiment, entre guillemets, vraiment c'est le seuil minimal qu'on demande à chacun pour l'effort collectif. Voyez-vous, l'État ne peut pas non plus tout faire. Alors donc maintenant, il y a un problème, et je vais embrayer sur ça par rapport à ce que vous êtes en train de dire, il y a un problème absolument récurrent au Cameroun aujourd'hui, effectivement, c'est le chômage de la jeunesse. Et en ce qui concerne, d'accord, ce pan-là, les mesures vont être mises en marche, d'accord, pour que cette jeunesse puisse trouver de l'employabilité. Donc aujourd'hui, donc, le Cameroun est en train d'ouvrir ses portes et ses frontières pour que les investisseurs économiques extérieurs viennent investir au Cameroun et que ces investisseurs, ces sociétés puissent donc employer, entre guillemets, d'accord, nos concitoyens. Il y a également chez nous ce qu'on appelle, entre guillemets, le Bayam Selam. Voilà, vous vendez, enfin vous rachetez, vous revendez. Donc, où effectivement, en termes fiscal, l'État n'est pas très regardant. Ça permet aussi, d'accord, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à ces personnes aux revenus modestes ou diminués, d'avoir une petite activité commerciale pour pouvoir subvenir donc, à leurs besoins, sans compter les concours, ça et là, qui sont lancés par l'État pour le recrutement dans la fonction publique. Joël Ebele, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et c'est la fin de notre entretien du jour. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur les antennes de Global Africa Télé Sud.